Hello, c'est Mia de Positive Mind Attitude, donc thérapeute spécialisée en fertilité. J'accompagne les femmes qui sont en désir d'enfant. Et aujourd'hui, eh bien, avec moi, j'ai le plaisir d'accueillir Laurie. Salut Laurie. Salut. Alors Laurie, elle a un parcours, comment dire, un peu compliqué quand même hein, derrière. Ouais. Et aujourd'hui, le but, c'est que Laurie partage avec toi un peu tout ce qu'elle a traversé. Dis-nous tout, présente-toi un petit peu. Dis-nous par quoi t'es passée, Laurie. Donc, je m'appelle Laurie, de fait. Là, je vais avoir 31 ans dans même pas un mois. Ouais, le 7, donc dans même pas un mois. Et j'ai un petit garçon qui va avoir 2 ans dans même pas un mois. Et alors, à la base du parcours, en fait, je me repère avec mes dates par rapport à mon mariage. Je me suis mariée, j'avais 5 ans. Non, je fêtais mes 26. Oui, ça devait être ça. Et donc derrière, on s'est dit qu'on allait arrêter la pilule, parce que voilà, on avait une maison, on était prêts. 25, c'était. En plus, on a un boulot stable tous les deux depuis longtemps. Et dans ma famille, c'est des hyper fertiles. Elles tombent enceintes sous pilule ou elles arrêtent et bim, elles sont enceintes. Donc dans ma tête, ça allait être rapide. J'ai jamais été aussi loin de la vérité que ce jour-là. Et comme j'avais déjà de l'endométriose et que j'étais suivie par ma gynéco par rapport à ça, elle m'a tout de suite, quand même, d'emblée fait faire un bilan hormonal. Elle ne s'est pas posé de questions, et merci à elle, parce que je pense qu'elle m'a fait économiser quelques années quand même. On a découvert une AMH dans les chaussettes. Je pense que j'ai un des plus bateaux que j'ai jamais connu. J'étais quand même à 0,03. Que dalle. Donc tout de suite, elle m'a envoyé en PMA. Je ne me suis pas posé de questions. Et j'ai été dans la PMA publique la plus proche de chez moi. Et j'ai connu ma première phase de maltraitance, la vraie. Alors en plus, il faut savoir que je suis infirmière. Donc, pas de bol pour eux, je parlais leur discours, je sais très bien comment se passe un staff, je sais très bien comment on monte un dossier, comment on démonte un dossier. Et alors la gynéco, je la revois arriver avec 3 quarts d'heure de retard en rigolant avec son café. Je me suis dit, ça va être sympa cette consulte. Et m'a annoncé que, en gros, à 25-26 ans, j'aurais jamais d'enfant. Enfin, faut pas délirer. Avec mon bilan, c'était donc ovocytes immédiatement et que c'était même pas la peine de rêver. Et donc là, je lui ai dit, mais en fait, ce serait pas mal de juste me laisser essayer au moins une fois. Voilà, donc j'ai négocié pendant 1 heure. Je ne l'ai pas lâché, en fait, je pense que je l'ai tellement fait chier qu'elle a fini par accepter. Et elle m'a fait faire des stimulations simples. C'est avéré qu'à la première stimulation simple, j'ai eu 12 ovocytes avec 75 unités de Purégon. Pas mal pour une AMH aussi basse. C'est pas mal, c'est plutôt bien. Donc sur ce coup-là, elle a stoppé le protocole. De fait, trop de risques de grossesse multiple. Bien sûr. On ne transforme pas en FIV parce que c'est pas protocolaire. Ok, donc je perds mon temps. Et suite à ça, elle décide de me refaire des examens. Voilà, donc elle décide de faire le comptage folliculaire où j'étais à 4, ce qui n'est pas dingue finalement. Ma FSH toujours au plafond, j'ai toujours été entre 25 et 30 à peu près. Elle m'a refait une IRM qui a négativé l'endométriose. Il faut savoir qu'entre le moment de mon diagnostic et cette IRM-là, j'ai fait 2 ans de suivi intensif avec une diététicienne spécialisée. J'ai fait une alimentation anti-inflammatoire et qui, à l'évidence, du coup, avait porté ses fruits. Et la symptomatologie était en regard de ça parce que je n'avais plus de douleur. Je ne sentais plus mes cycles arriver. J'avais plus de problème. Et donc, tant mieux, on a enlevé une problématique pour se concentrer sur le nouveau mot, donc l'insuffisance ovarienne primitive. On m'a fait forcément le test du X fragile qui était négatif, donc ce n'était pas génétique. La généticienne était pour le coup une des seules personnes aimables dans cet hôpital. Elle m'a bien expliqué, elle m'a vraiment, voilà, elle a été vraiment très cool et elle a bien fait son boulot, malgré le fait qu'elle est enceinte de 8 mois et que quand même elle me faisait un peu chier avec son ventre. Ouais, ça c'est dur. Voilà, c'était pas de sa faute, mais bon, quand même, c'était chiant. Donc, au bout de 3-4 rendez-vous où on me faisait balader en me disant oui, oui, on va présenter votre dossier au staff, oui, oui, on va présenter. Bon, je suis partie, j'ai rien un moment, j'en ai marre de me faire balader. Et l'air de rien, j'ai perdu 2 ans dans cette PMA. 2 ans où en fait j'ai pas fait grand chose à part me mettre sous complément de temps en temps me donner une stimulation simple parce que je l'embêtais tellement qu'elle était obligée sans jamais aller jusqu'à on m'a jamais proposé l'insémination artificielle, jamais. Parce qu'elle partait du principe que mon mari avait un spermogramme qui était bon, qu'il n'y avait pas de raison, voilà. Jusqu'au jour où on me propose le test de Henner, si je ne dis pas de bêtises, le Oui, test une de la thèse glaire Léna, cervicale, c'est ça. qui était une catastrophe. Là, on m'a dit qu'en gros, tout était acide, c'était pas possible. Je me suis dit, ok, donc en fait, ça fait 2 ans que vous me faites des C'est stimulations simples simple. pour rien, on est d'accord.
Bon, donc ce jour-là, vraiment, c'est décidé. Je l'avais vu 2 semaines après et là, j'ai fait, c'est bon, on s'en va, j'en ai marre. Et nouvelle PMA. Et alors là, le gynéco extraordinaire qui me dit vous perdez rien à faire des essais, mais moi, vous allez faire baisser mes statistiques. Ah oui, ah, c'est intéressant. C'est pas mal comme accueil, hein. Effectivement, c'est une façon de voir les Voilà, choses. je devais avoir encore, ouais, je devais avoir 26, 27, 28 ans, un truc comme ça, je me souviens plus. Alors, Je me souviens plus de je la fais une temporalité. parenthèse, mais t'imagines, tu avais 25, 25, Ouais, 28 ans, voilà, dans ces eaux-là. Tu étais encore ouais. jeune, en dessous de 30 ans. Mm. Imaginez qu'on vous dise ça quand vous avez passé 35 ans, Bah, voire c'est ça, l'approche des 40. Enfin, c'est c'est juste ça. horrible. Non, on peut Le pas. seul avantage que j'avais pour moi, et c'est le seul truc qu'il reconnaissait, c'est que j'étais jeune. Et que du coup, éventuellement, peut-être sur un miracle, il pouvait se passer quelque chose. Moi, on m'avait dit quand même que j'avais autant de chances de tomber enceinte naturellement qu'avec une fécondation in vitro. Bon. Donc, deuxième PMA, je me dis, bon, bah, on va pas revenir, hein, c'est pas possible. C'est non, c'est jamais. Sauf que j'avais fait les 2 PMA publics autour de chez moi. Et je me dis là, mais ok, mais je vais où en fait? Qu'est-ce que. Bon, on laisse passer l'été. Je me dis, laisse tomber, on était au mois de juillet. Voilà, on profite des vacances, on s'embête pas. Et alors là, je m'en souviendrai toute ma vie. Je reprends le boulot. On était le 14 septembre. Donc, je reprends. Je suis dans l'éducation nationale, donc je suis comme les gamins. J'ai repris le 1er septembre. Et là, une douleur à droite, localisée, à me plier en deux. Mais bon, après, je suis infirmière, hein, les coordonnées sont les plus mal chaussées, donc je vais travailler. Et je me revois dans ce couloir que j'emprunte toujours parce que je travaille toujours là-bas, me dire, mais je suis enceinte. Et elle me dit, non, mais arrête de dire des conneries, ça fait 3 ans, tu n'as jamais été enceinte, n'importe quoi, tu as mal au ventre, tu as toujours eu mal au ventre, c'est pas nouveau. Parce que, voilà, malgré l'alimentation, j'ai toujours quand même gardé une sensibilité intestinale. Quand je mange pas très correctement, et comme je suis très gourmande, j'ai du mal à le faire, j'ai des douleurs. Donc j'ai l'habitude d'être douloureuse au niveau des intestins. Et plus avance la matinée, plus je suis vraiment pas bien quand même. Mes collègues me voient en me disant, Laurie, va à l'hôpital. Oh non, si, va à l'hôpital. Bon, je rentre chez moi, je conduis quand même. J'arrive chez moi, j'appelle le 15, enfin, j'appelle les urgences gynéco de l'hôpital à côté de chez moi, en leur disant, vous pensez vraiment qu'il faut que je me déplace? Je ne veux pas vous déranger, en fait. Elle me dit, si vous avez mal, ouais, venez quand même. Bon, ok, je viens. Donc, je fais déplacer un ami, parce que moi, en fait, j'arrivais plus à marcher, donc je ne pouvais pas conduire. On me dépose à l'hôpital. Les infirmières adorables qui me font tout un bilan sang et qui me disent, mais madame, vous êtes enceinte. Pardon? Excusez-moi, comment ça, je suis enceinte? Enfin, elle me dit, mais vous avez eu vos règles quand? Bah, il y a 15 jours. Moi, j'étais à J14 de mon cycle, en fait. J'étais en ovulation. J'étais pas enceinte. C'était n'importe quoi. Elle délire, la pauvre dame. Et je me souviens, j'étais à 791 unités, ce qui finalement, si on enlevait le cycle que j'avais eu, était beaucoup trop bas par rapport à là où je devais être. Je devais être à peu près 1 mois et demi finalement. Oui, tu aurais dû être Voilà. beaucoup plus haut. Voilà. Donc, je fais une écho. On voit rien. Épanchement du sac de Douglas, perte noire, douleur localisée. Mon infirmière, elle m'a dit grossesse extra-utérine. Tout de suite. L'interne, je lui dis, vous suspectez quoi? Non, mais je ne vais pas vous le dire, ça va vous angoisser. Ouais, si tu veux. Je fais quoi là maintenant tout de suite? Il me dit, ah, vous rentrez chez vous et vous revenez si vraiment vous êtes au bord du malaise. Je m'en souviendrai toujours de cette phrase. Je lui ai dit, bah non, je reviendrai avant, quand même. Je rentre chez moi. Mon mari tout content, il m'a fait mal au cœur parce que je savais que c'était foutu. Je veux dire, il n'y avait rien dans l'utérus, je savais. C'était clair, net et précis. À part une ovulation à J35, il n'y avait rien, c'était impossible. Et j'avais des pertes noires, et donc c'est souvent très signataire finalement. Je passe la nuit. Avec beaucoup de chance, je ne suis quand même pas décédée dans mon sommeil parce que ça aurait pu très bien claquer ce jour-là. C'est ce que je me dis, et j'en Ah oui, profite pour rappeler que ce que tu as eu fait partie des urgences gynécologiques. exactement. Il faut savoir qu'en formation médicale, on nous apprend qu'un malaise chez une jeune femme entre 25 et 35 ans, inexpliqué avec des douleurs unilatérales, c'est une urgence chirurgicale vitale. L'interne n'a pas fait son boulot. Je veux dire, On est qu'on bien soit d'accord. clair, il n'a pas fait son taf. Le lendemain matin, je me réveille avec des douleurs respiratoires. Je sentais que ça montait en thoraco. J'avais mal, j'arrivais plus à respirer. J'appelle ma voisine, je regarde dehors. Heureusement, il y avait sa voiture. Je l'appelle. Je lui dis, écoute, tu peux m'amener aux urgences, j'en peux plus. Et elle vient me voir, elle me dit, Laurie, t'es grise quand même. Hein. De base, je suis blanche, je suis très blanche, mais là, j'étais grise, j'étais transparente. Donc, elle m'amène, j'arrive, je leur dis, écoutez, je fais une grossesse extra-utérine, vous me prenez tout de suite. Je suis arrivée dans la salle d'attente, il y avait l'infirmière, le réanimateur, il y avait tout le monde. Bonjour. Et là, on fait Bonjour. une écho.
Et vous devez toutes voir l'appareil d'échographie. On a tous fait des échos noirs. On ne voyait rien. C'était rempli de sang. J'ai bel et bien fait une grossesse extra-utérine avec une trompe qui a explosé, littéralement, déversant tout le sang qu'elle a pu déverser. On m'a ponctionné 1,5 litre. Évidemment, je suis partie, en 20 minutes, j'étais au bloc, je veux dire, et je suis restée 3 heures. Je suis ressortie, du coup, à 21h, 22h. Mon mari, je lui dis, ouais, je te l'avais dit. Et alors, le chirurgien qui vient me voir le lendemain matin et qui me dit, mais je ne m'attendais pas à une telle catastrophe. Il m'a dit, vous disiez quand même des conneries dans le bloc. Bah oui, moi je rigole, je veux dire, je parle avec l'anesthésiste, je les connais. Il me dit, quand j'ai ouvert, j'étais étonnée de voir un tel carnage quand même. Donc il me dit, évidemment, on a enlevé la trompe, voilà, il n'y a plus de trompe droite, machin. Il me dit, ça va, vous allez bien? Moi, j'étais aux anges. Non mais, je suis tombée enceinte quand même. La magie avait quand même opéré quelque part. Il s'est planté d'endroit. Le GPS n'a pas bien fonctionné. Mais j'étais enceinte. Et ça, en 3 ans, j'avais rien eu, jamais. Pas une accroche, que dalle. Que là, j'étais enfin tombée enceinte. Et donc là, je me dis, ok, c'est possible. Donc ça déjà, dans l'esprit là, le c'est possible. Bon, j'avais repéré une gynéco à Paris, conseillée par ma belle-mère, qui est assistante maternelle, qui a une de ses clientes qui a eu des difficultés à avoir un bébé et qui m'a dit, va là-bas, elle est géniale. J'y vais. Donc, je crois 3 semaines après ma grossesse extra-utérine. Je marchais même pas correctement encore. Et très froide dans son contact. On m'avait prévenu qu'elle était un peu froide, mais elle m'a regardée, elle m'a dit, mais votre AMA, je m'en fous en fait. Vous avez 27 ans, 28, je ne sais plus. Elle me dit, vous allez l'avoir, votre bébé, je vous le dis. Je suis sortie de là, j'ai regardé mon mari, je lui ai dit non, mais on va pas revenir, elle est bizarre. C'est pas normal. Comment ça va tout le monde me dit que ça marche pas, elle me dit pas de problème, ça va marcher. Je me suis dit, c'est un charlatan, c'est pas possible. Non, non, non. Et c'est mon mari qui dit arrête, c'est bon, on va la suivre, on va y aller. On nous l'a conseillé. Donc, ok. Bon, elle m'avait redonné mes examens à faire, évidemment, bilan sanguin, hystérosalpingographie, donc j'avais la joie de la faire pour la 2e fois. Voilà. Un pur bonheur. Non, mais c'est un vrai, voilà. Mais par contre, c'était un centre dans Paris. Elle voulait que j'aille nulle part ailleurs. Elle m'a dit, les autres, ils sont nuls, ils ne savent pas faire. Eux, ils sont spécialisés. Si vous voulez, on fout. Il faut savoir que ma première hystérosalpingographie, on n'avait rien montré. Tout était OK. C'est important. Bon, elle me dit, en attendant, vous reposez, vous remettez de votre grossesse extra-utérine. Je ne veux pas vous voir avant janvier. On était au mois d'octobre à ce moment. Janvier? Oh, bon, d'accord. Et je fais mes examens dès que je me sens mieux. Et en fait, l'hystéro montre une trompe très, très fine et sinueuse, qui forcément devait être le cas déjà avant. Donc, le premier échographe est passé à côté de quelque chose et est finalement responsable de ma grossesse extra-utérine parce que, en vrai, je ne devrais pas essayer naturellement. C'est dangereux pour moi. Donc bon, voilà, je ramène tous les examens en janvier à ma gynéco. Elle m'a dit, ok, pas de souci, on y va, c'est parti. On lance le protocole. Donc, fécondation in vitro, de fait. Grossesse extra-utérine, pas d'insémination artificielle, pas de stimulation simple. FIV, ok, pas de souci. On commence. Et avant de commencer, je crois que c'était 2 semaines avant, j'étais tombée sur un de tes lives Facebook, je crois. Oui. Si je ne dis pas de bêtises. Je ruminais dans mon coin. Je suis tombée dessus, j'ai écouté et j'ai adoré la manière dont tu présentais les choses. Le contrôle, c'est ça qui m'a vraiment marqué. Je suis quelqu'un qui a toujours été dans le contrôle, bien évidemment, de par ma formation déjà. Je veux dire, les métiers d'infirmière, on est toutes dans le contrôle parce qu'on contrôle la vie de nos patients quasiment. De par mon histoire, parce que j'ai une maman qui est une castratrice née, la pauvre. J'ai été élevée dans une cage dorée. Alors, elle était très jolie, ma cage, mais elle était très bien fermée surtout. Voilà, elle m'enfermait autant qu'elle m'aimait et c'est pour donner une bonne idée. C'est pas de sa faute, elle a fait du mieux qu'elle a pu. Mais pour autant, elle m'a insufflé ça aussi. Je veux dire, je suis quelqu'un qui vérifiait 3 fois si ma porte était bien fermée. Si j'avais un doute sur la fermeture de ma voiture, j'y retournais. Voilà, plein de finalement des tocs qui s'étaient mis en place. Et ça faisait 3 ans que je turlupinais autour de ce projet bébé et que je contrôlais finalement beaucoup. Sachant qu'en plus, Samia l'a appris plus tard, j'ai une petite sœur de 14 ans de moins que moi, que j'ai élevée, ou presque. Donc, voilà, il a fallu couper ça aussi. Et donc, j'ai été sur ton site et j'ai pris ton programme Réussir sa FIV. Si ça tombe bien, on y va, on va y aller, donc autant y aller. J'avais tout bien fait, mes fiches, machin, forcément, j'avais de nouveau tout contrôlé. La bonne élève. Voilà. Et j'ai
plutôt bien suivi. Voilà, l'hypno, la séance de méditation. Alors, la méditation, c'est quelque chose de très compliqué pour moi parce que j'ai un cerveau qui est très volatile, très hyperactif. D'ailleurs, j'ai une collègue il n'y a pas très longtemps, psychologue, qui m'a dit qu'en vrai, j'étais une HPI qui s'ignore. Parce que voilà, je vais très vite. Le monde est très lent, hein, mais en fait, c'est pas vous qui êtes lent, c'est moi qui est très rapide. Et donc, la méditation, j'avais un petit peu de mal. Mais le reste, ça allait. J'avais l'impression de plutôt bien répondre. Je me souviens juste de cette projection. Tu sais, tu nous demandais de Oui. nous imaginer enceintes. Et moi, je voyais mon ventre se déchirer. C'était terrible. J'avais l'impression que du coup, j'étais responsable de tous les échecs et que ça ne marcherait jamais, en définitive, si j'imaginais ça à chaque fois. Et en fait, on avait réussi à décortiquer ça pour voir d'où ça venait. Et ça avait tellement pris de la logique que finalement, ça ne m'inquiétait même plus, ce qui était plutôt très bien. Et cette FIV, je me souviens, alors j'avais quand même une double stimulation. Donc, j'avais 3 injections. J1, j'avais 2 injections. Non, une, J2, 2, J3, 3, et 3 après jusqu'à J14. Donc, ça faisait beaucoup. C'était Il y a des jours plus douloureux que d'autres. C'est mon mari qui les faisait. Je suis une infirmière qui est incapable de se piquer. J'ai un système de défense, hein, ma main s'arrête net. Donc j'ai formé mon mari, c'est pas grave, il a appris, il a fait. Et, et je me souviens à peut-être J4, 5, je me suis sentie étrangère dans mon service. Moi qui adore mon travail, j'adore ce que je fais, je suis une passionnée de mon boulot et je ne me sentais pas à ma place. C'était très bizarre. Du coup, suite à ça, j'ai décidé d'aller voir mon médecin et de me mettre en arrêt. Je me suis littéralement mise en arrêt maladie tout le long de mon protocole. Je me suis dit, s'il y a bien un moment où je devais prendre soin de moi, c'était maintenant. Donc, si je ne me sentais pas bien au boulot, il fallait que je sois à la maison. Ce qui me permettait de encore plus mettre en application ce que tu préconisais, de prendre le temps de se lever le matin, de dire les phrases positives. Voilà, tout ça, je pouvais prendre le temps de le faire. Premier écho de contrôle. Et là, je vais déjà être à 7 ovocytes, un truc comme ça, avec des tailles tout à fait plus que correctes. Je me souviens dans le métro, m'être dit que j'allais au cinéma. J'allais voir ce qui se passait. De toute façon, je n'avais pas d'impact sur ce qui se passait parce que c'était en train de se passer et qu'en une demi-heure de temps, ça n'allait pas changer. Et donc, du coup, voilà, en première écho, plus que très satisfaisante en fait. Donc, on a continué et la fécondation in vitro pour la MH à 003, c'est fini avec 10 ovocytes de ponctionnés, 1 J5, 3 J6 de top qualité. Enfin, les J6 un peu moins toujours, c'est voilà, les petits retards de développement, mais à la ponction, je me souviens, alors j'ai fait son anesthésie générale parce que ma gynéco n'aime pas faire souffrir les femmes et je trouve que c'est plutôt pas mal en vrai. Elle est venue me voir, elle m'a dit, Laurie, on a 10 ovocytes, c'est génial. Voilà, un petit coucou rapide. Elle avait ce don d'être très détachée, mais de par son origine en fait, et d'être en même temps hyper proche de ses patientes, avec toujours un petit mot qui était hyper agréable. Et je me dis, ok, bon, bah nickel, c'était Pour une super. AMH aussi basse, hein, Ouais, je trouve c'est ça ça, mais juste fantastique c'est et je ça. suis sûre que tu vas redonner un espoir de dingue Ouais. Ouais, à toutes celles qui sont en insuffisance ovarienne précoce, tu vois. C'est ça. J'avais 20, ouais, 28, 27, 28 ans à ce moment-là. Et, alors, ma gynéco qui me dit, par contre, vous ne serez pas appelé avant minimum 5 jours. Je lui dis, quoi? Comment? Pardon? Elle me dit, je vous appelle demain pour vous dire le nombre d'embryons Été fécondée. qui ont été fécondés, voilà, le nombre de follicules fécondés. Elle m'a dit, par contre, après, je ne vous appelle pas. Elle m'a dit, je ne veux pas que vous teniez au jour le jour des comptes. Elle m'a dit, ça va vous stresser plus qu'autre chose, c'est hors de question. Je suis d'accord. Donc, nous aussi, elle travaille beaucoup sur le lâcher-prise avec nous quand même. Hein. Et donc, finalement, je n'ai su le résultat qu'à J6. Quasiment le jour du transfert, en fait. Hein. Je l'ai su le matin. Et j'arrive là-bas et je me souviens, ma gynéco qui me dit, là, maintenant, c'est mon vrai travail commence. Elle m'a dit, les stimulations, bon, je vous fais des ordonnances, on vérifie l'endomètre, mais en vrai, mon vrai boulot, il est maintenant. Donc, l'implantation se fait sous écho. Et alors ça, c'est les vrais mots de ma gynéco. Après, voilà, chacun le prend comme on a envie de le prendre. Mais elle me dit, pour moi, les gynécos qui font des implantations sans échographie, c'est des charlatans. C'est juste scandaleux de faire des trucs pareils. Et elle m'a expliqué. Vraiment, c'était génial. Elle me dit, voilà, tu vois, je le mets vraiment à cet endroit-là parce qu'il n'est pas trop bas. Et elle va chercher entre les feuillets pour vraiment... Enfin, voilà, elle fait son boulot avec une minutie extraordinaire. Et donc, elle me dit, bon, bah voilà, maintenant, prise de sang dans 15 jours. 15 jours.
Sans Oui, c'est pas déconner. 11 jours, c'est pas 12 Non, jours, c'est ah 15. non, moi, en fait, elle veut pas le stress des premières prises de sang. Elle m'a dit, je veux pas que vous découvriez un taux à 20 qui va, si ça se trouve, tripler, vous n'en savez rien du tout. Elle m'a dit, au moins à 15 jours, on est sûr à peu près de ce qu'on a. Bon, ok. Bah, finalement, 15 jours, j'étais à 76 unités. J'aurais dû me douter que... Voilà. Mais moi, j'y ai cru. Enfin, voilà, forcément, j'étais enceinte. Donc c'était déjà un miracle extraordinaire que ça ait pris. Et là, je suis allée... ça, Mia va s'en souvenir. Je suis allée à Disney pour mon anniversaire. Ça restera la grande culpabilité de ma vie, ça. En rentrant le soir, j'ai eu d'énormes douleurs. Le lendemain, je me suis réveillée, les seins avaient dégonflé et j'ai su que c'était foutu. Et je suis persuadée, et même encore aujourd'hui, des fois, je me le dis, hein, que si je n'étais pas allée là-bas, ce ne serait pas arrivé. Mais ce n'est pas vrai. Le taux était déjà très bas. Certainement que, voilà, donc, forcément, la prise de sang suivante, en fait, le taux n'avait pas bougé. Pour le même prix, tu aurais été faire tes courses, tu aurais Mais juste, oui, j'en sais rien, moi, nettoyer la maison, n'importe quoi, un petit truc le plus anodin du monde. été balader ma chienne en forêt. Je veux dire, Voilà. on faisait des balades de 2 heures tous les Et oui. week-ends. Donc oui, mais la culpabilité a été terrible, je m'en souviens. Moi aussi. Et ah ouais, ah Moi là là. aussi. Et alors, la chance dans mon malheur, c'est que j'ai fait une fausse couche le 10 mars 2020, soit une semaine avant le confinement. Ouais, ouais. Et là, banco, on reste chez... Parce qu'en tant qu'infirmière scolaire, l'établissement, la fac, a été fermé administrativement. Donc, on m'a laissé chez moi. J'ai pu cuver ma peine. Tranquille. Oui, et je sais que, bon, alors évidemment, le confinement a eu beaucoup d'aspects négatifs, mais en même temps, c'est vrai que dans ces cas-là, tu as de compte à rendre à personne. Alors, ça pourrait éventuellement renforcer l'isolement. C'était pas ton cas. Tu Non. avais envie de te retrouver et ça t'a Ouais. fait le plus grand bien. Mais voilà, c'est vrai que c'est pas évident toujours de gérer ces situations-là quand on doit faire mine de rien et aller bosser. Donc, ça tombait effectivement pile poil Bah, pour toi. je m'en souviens quand je l'ai appris au boulot, j'ai fondu en larmes et ma collègue gynéco hein, qui me dit oh, ça va, t'en auras d'autres. Ouais, si tu veux, ouais. Bah, elle savait pour mon parcours. J'ai toujours été très transparente. Je suis pas quelqu'un qui cache. Je suis pas partisane de plus on donne des infos et plus on pourra les utiliser contre nous. Je veux dire, les gens trouveront toujours quelque chose à utiliser contre nous. Donc, j'ai pas honte de mon parcours. J'en parle à tout le monde. Même mes étudiants avec qui je travaille, il y en a qui sont au courant. J'en ai pas grand chose à faire en fait. Et cette phrase-là, par contre, elle m'avait fait très très mal. Et ce jour-là, d'ailleurs, à midi, je lui ai dit ah ouais, c'est comme ça, tu sais quoi, tu te démerdes et moi je m'en vais. Et je suis rentrée chez moi. Et donc voilà, bon, le confinement, ça a été pour moi une chance. Après, on savait que ça allait arriver. Je veux dire, nous, on était en métier, ça fait 3 mois qu'on préparait. Donc, on savait, mais j'ai eu de la chance au niveau du timing. Il a été vraiment impeccable. Ou presque. Et là, je rentre. Et je crois que je t'avais contacté du coup, parce que vraiment, j'allais pas bien. Au bout de 2 semaines, j'arrivais pas à remonter la pente. Je culpabilisais, mes règles n'arrivaient pas, donc j'avais l'impression d'être un cercueil vivant. Alors que tout le monde, c'était pas méchant, mais tout le monde me disait que c'était récent. Enfin, j'ai pas été enceinte longtemps. Enfin, pour eux, oui, peut-être, mais moi, j'ai été enceinte depuis le début de ma fille, donc depuis début janvier. Donc en fait, ça faisait 3 mois hein, dans ma tête à moi. Pas dans la tête des autres. Et dans ma tête Oui, à moi, j'ai oui. même envie de te dire que ta grossesse, quand tu es en essai bébé depuis si longtemps, Ouais, enfin, elle dure depuis autant d'années d'essai, tu vois, c'est ça n'a ça. beau faire que 10 jours, que 20 jours, que 30 jours, que on s'en fout, ça n'empêche en rien les projections que tu t'es faites, la C'est ça. concrétisation d'un rêve que tu attends depuis des mois, voire des années, donc peu importe le délai, évidemment, évidemment. C'est ça. Donc du coup, je t'ai contacté parce que Ouais. vraiment, j'allais pas bien. Je sentais, je travaille avec, voilà, je travaille en psychiatrie, je travaille avec des jeunes qui ont des baisses d'humeur. Donc j'ai vu pointer la dépression. Je l'ai vu, je l'ai touché du doigt. Je me suis dit là, il y a un moment, il va falloir remonter en fait parce que ça va pas être possible. Et, euh, et je me souviens que tu lançais à peine ton programme de personnalisation personnalisé là. Et du coup, le prix, sur le coup, j'avais été rebutée. Ça faisait un investissement pour moi qui n'était pas anodin, surtout que ma fille m'a coûté cher parce que j'étais dans le privé. Ma gynéco, toute compétente soit-elle, prend des prix absolument exorbitants. Et donc, on avait trouvé un moyen de mensualiser pour C'est me ça. permettre de payer. Et je me souviens, on en avait parlé avec mon mari et je lui avais dit, si je ne le fais pas, je vais le regretter.
Il y a un moment, il va falloir essayer. Physiquement, on voit bien que ça a fonctionné, il s'est passé quelque chose. Il y a un moment, il va falloir se poser la question du psychique. Je ne peux pas rester dans le déni de c'est l'insuffisance ovarienne, c'est pas vrai, la FIV avait fonctionné, j'avais eu une belle récolte, j'avais eu une implantation, il y a autre chose. Il y a autre chose. Le confinement a aussi amené à de l'introspection. On est tout seul avec soi-même finalement. Et je me suis dit, j'ai tout fait comme il fallait au niveau du programme, et pour autant, il s'est passé quelque chose. Je ne veux pas le revivre. Je ne veux pas revivre une fausse couche. Elle m'avait suffisamment détruite. Et au-delà de l'envie de réussir, je voulais surtout me sortir du trou dans lequel j'étais. Et c'est pour ça que j'ai pris ton programme, parce que dans un premier temps, je voulais surtout aller mieux, parce que j'allais vraiment pas bien. Mes règles étaient finalement arrivées, hein. J'ai eu un cycle tout à fait normal, j'ai pas vécu le traumatisme de certains de voir quasiment un embryon sortir, ce qui est terrible. J'avais eu cette chance, mais pour autant je me sentais comme un cercueil vivant. J'avais l'impression que mon corps m'avait lâchement abandonnée. Je pleurais tous les jours. En plus, j'avais acheté un bola, je t'en avais parlé, pour ma fécondation in vitro, pour me porter chance. Et ce vol-là, il me ramenait à mon échec tous les jours. Il était terrible. Et donc, on a commencé le suivi. Et ce que j'ai adoré aussi avec ta méthode, parce qu'il faut savoir qu'en tant qu'infirmière qui a travaillé en psychiatrie, qui travaille avec des psychologues, leurs méthodes, je les connais. Je veux dire, j'ai testé, mais je ne peux pas. Leurs méthodes, les techniques, je les ai, donc je les contourne. Et étant en plus suffisamment intelligente pour ça, je savais les emmener là où c'était facile pour moi. Donc les pauvres, j'en ai eu 3 différents, il n'y en a pas un qui a réussi à travailler avec moi. Il n'y a que ma collègue qui y arrivait, parce qu'elle était tellement franche avec moi qu'elle me poussait dans mes retranchements et elle savait très bien où elle allait. Mais on était collègues, c'était compliqué. Elle travaillait à cette époque, en fait, elle travaillait qu'une fois par semaine dans le service, que maintenant on est ensemble tous les jours. C'est pas du tout pareil. Quand on a des trucs à se dire, c'est plus facile de faire passer les choses et d'être dans le contact, en fait. Et du coup, je me disais, bah, c'est une méthode différente et pour une fois, je vais peut-être y répondre. Et effectivement, je m'étais éclatée à faire tes méthodes, hein, les petits bonhommes avec les traits, les pensées à brûler, le texte que j'avais fait pour mon petit embryon qui, je pense, était une fille. C'est débile, hein, mais c'était un bola rose. Je ne sais pas pourquoi, je pense qu'il y avait une signification dans tout ça. Je ne sais pas, on ne saura jamais, hein, de toute façon. Et voilà, de réussir à quitter. Je me souviens de cette matinée où j'ai réussi à prendre ce beau-là et à laisser cette âme s'envoler, partir pour de bon, loin de ma maison, loin de moi. Et à partir de là, ça s'est apaisé. Mais alors, j'ai été beaucoup moins triste et j'ai réinvesti ma vie, en fait. Juste. J'ai profité du confinement pour remettre de la vie dans mon jardin. C'est hyper abstrait et en même temps très concret, en définitif. J'ai toujours, voilà, ma maison, ça fait maintenant 7 ans que je l'ai, et mon jardin, je m'en suis jamais occupée. Et pendant le confinement, il faisait tellement beau et j'avais besoin de voir pousser des trucs. Donc, j'étais toute contente avec mes graines là. Et les graines. Mais oui, oui, oui. Et de voir des mini plantes pousser, j'étais trop fière de moi. Et voilà, il y a eu plein de choses, j'ai pris soin de moi. Je travaillais quand même un petit peu, j'étais en distanciel, mais on n'avait pas énormément de boulot. Je faisais le suivi de mes étudiants porteurs de handicap que j'avais au téléphone. Ça ne me prenait pas mes 8 heures qui me prenaient au boulot, bien évidemment. Donc, j'avais plus de temps. J'ai passé beaucoup de temps sur l'ordi à jouer avec mes amis. Voilà, j'ai pris soin de moi, je faisais mes exercices, l'hypno, la sophro, je prenais soin de mon corps. J'ai travaillé mes cicatrices. Parce que ça, mes cicatrices de ma grossesse extra-utérine, c'est une cellio. Pour celles qui ne savent pas, une cellio, vous imaginez le ventre avec un nombril et on a 4 points. Un point au nombril et après, comme les 4 points cardinaux, tout pareil. Et j'avais qu'une crainte, c'est qu'enceinte, ces points explosent, en fait, que ça ne tienne pas. J'ai une peau très fragile, très sensible, très irritée. Et je me suis dit, ça va se réouvrir. J'ai mis 3 mois à cicatriser. J'ai mis beaucoup, beaucoup plus de temps que la normale parce que j'ai des problèmes de cicatrisation et que j'étais persuadée que ça allait poser problème. Et je me souviens que je massais mes cicatrices tous les soirs pour me reconnecter avec elles déjà et les assouplir. Et j'avais senti au fur et à mesure, et tu te souviens, au fur et à mesure des entretiens, je t'en parlais quasiment plus de mes cicatrices, alors qu'elles avaient beaucoup de place au début. C'est assez marrant de voir finalement que ce qui t'a amené à rejoindre le programme,
c'est tu avais touché le fond émotionnellement, c'était voilà, tu touchais du doigt ce côté dépression, tu avais l'impression de tout subir finalement. Ouais. Et puis, au fur et à mesure de ce que tu as mis en place, ben, on sent tout de suite que tu as repris les choses en main, tu as repris ta vie et tu as remis de la vie en toi, autour de Ouais. toi, Mm. parce que c'était vraiment ça. Enfin, moi, il y a eu une C'est ça. Laurie avant, une Laurie Ouais. après. Ouais. Et je me suis réconciliée avec mon corps aussi. Parce que mon corps et moi, en fait, ça a toujours été la guerre. De par l'endométriose, l'inflammation du côlon, j'ai toujours eu un ventre gonflé, en fait. Donc, en plus, il me narguait ce corps. Je veux dire, j'avais un ventre de femme enceinte alors que je n'étais pas enceinte. C'était quand même le pire pied-nez qu'on pouvait me faire. Et ça, j'ai appris à me réconcilier aussi avec lui, de plutôt me dire qu'il me montrait le chemin. Ce qui m'avait beaucoup aidé, je me souviens, et alors ça, je le montrais à personne, c'était mon jardin secret. J'avais pris des photos de femmes enceintes et j'ai mis ma tête dessus. Et ça, parce que j'arrivais pas à me l'imaginer, et comme le cerveau ne sait pas faire la différence finalement entre l'imaginaire et le réel, et ben regarder ces photos tous les jours a ancré une image de femme enceinte dans mon esprit. Et je me souviens que ça a vachement bien fonctionné. Et du coup, je me revois le matin arrêter de maudire ce ventre et commencer à l'apprécier au fur et à mesure. Ça a vraiment été une réconciliation. Je me suis réconciliée avec mon corps. Ça aussi, je pense que ça va en concerner beaucoup parce que, Ouais. alors moi, ça m'a touchée aussi, hein, cette déconnexion avec son corps, parce que entre l'image qu'il nous envoie, qu'on n'aime pas forcément, parce qu'on est nombreuses aussi à prendre du poids avec la PMA. Oui. Moi, c'était mon cas, j'avais pris des kilos avec la PMA à l'époque. Tu sais que j'avais pris, avec l'endométriose, j'ai pris 10 kilos en un an. Oui. Un an avant mon mariage. À une semaine de mon mariage, je rentrais plus dans ma robe. Ça me surprend pas parce que voilà, le côté inflammatoire n'arrange rien. Ouais. On est surdosé hormonalement parlant et donc forcément ça impacte aussi au niveau du ventre et d'ailleurs, hein, pas que évidemment. Mais Ouais. donc du coup, il y a aussi ce côté intrusif avec les échographies endovaginales à répétition. Et tout ça fait que Prise de sang. on a les prises, on a finalement, le corps nous fait tellement souffrir qu'on a envie de se protéger, de se mettre dans sa bulle et on se déconnecte progressivement, véritablement de son propre corps. Et donc voilà, ce que tu dis, le fait de réapprendre à l'aimer, de se reconnecter avec lui, c'est un élément mais super important. Et C'est ça. clairement, je me souviens, ce côté cicatriciel, bon, tu as dégusté entre la grossesse extra-utérine, avec les cicatrices, Ouais. avec finalement l'arrêt de grossesse. Il y a eu ce lien compliqué avec le corps. Ouais, ouais, complètement. Et puis le mariage, je veux dire, je lui en voulais encore d'avoir pris 10 kilos comme ça, à me retrouver à pas rentrer dans ma robe. Ça a été un traumatisme terrible. Et même encore des fois, quand je regarde les photos, il y a des fois, je me dis, mais elle te va pas cette robe en fait. Parce que c'était une robe près du corps en plus. Donc, je ne voyais que mes défauts. Mais personne n'a vu ça, il n'y a que moi, hein, toute seule, comme une grande. Hein. Mais ouais, ça a été dur, ça a été très dur d'apprendre que bah non, le mythe du ventre plat, je l'aurais jamais. Et je le sais maintenant, aujourd'hui, que non, j'ai juste appris à m'habiller différemment, à faire autrement ou à l'assumer. À un moment, ça va, quoi. Et pourtant, là, j'ai repris, étonnamment, j'ai pris du poids, mais qui ne se voit pas. Comme quoi, hein, il y a des fois. Et du coup, le confinement se termine. Alors, heureusement, pas de retour à la fac parce que on était en fin d'année, je veux dire, on était au mois d'avril, ça se terminait pour nous. Donc, on a décidé de garder une fermeture du service de santé pour éviter la contamination bête et méchante dans notre service, en fait, tout simplement. Donc, il faut savoir qu'on faisait le tracing Covid des étudiants. Nous. La Sécu n'a pas voulu s'occuper du tracing des étudiants, donc c'est nous qui avons tout fait. Donc, on a juste continué et perpétué nos missions tranquillement jusqu'aux vacances, fin juin. Et début mai, mon téléphone qui sonne, ma gynéco qui m'appelle. Vous en êtes tout dans votre cycle? Bonjour. Je sais pas, je sais plus combien j'étais. Elle me dit, ah bah c'est reparti. Je dis, ok, mais je veux dire, je la recontacte même pas, c'est elle qui m'appelle. Elle me tue. Et je lui dis, ouais, d'accord. Elle me dit, finalement, ce cycle-là, on est un peu court, j'ai pas trop le temps. Le cycle prochain, tant mieux. Parce que finalement, elle m'avait angoissée à me remettre dedans si rapidement. J'étais pas psychologiquement, je me suis dit, mince, je suis pas prête. Et puis en fait, de me laisser un délai, de me laisser un mois, c'était très bien. Donc je lui dis, ok, pas de souci, machin. Bon, alors, on décide de faire un cycle naturel. On arrête avec les piqûres, on me fout la paix. J'ai des cycles qui sont réguliers. C'est-à-dire, j'ai une insuffisance ovarienne, mais j'ai des cycles réguliers. À J30, j'ai mes règles. Oui, j'ovule à J22 et j'ai mes règles à J30. Bon, 8 jours de phase lutéale, c'est pas top, mais on s'en fout.
J'ai des cycles, point. Et donc, on a fait ça. Et je me souviendrai toujours on était le jour de l'ovulation. On avait fait les prises de sang et tout, machin. La gynéco qui m'appelle, elle me dit, bon, vous êtes en train d'ovuler. Elle m'a dit, vous aviez fait une fausse couche, vous, non? Oui. Elle me dit, on va essayer quelque chose. Elle m'a dit, il faut que vous fassiez des clics d'Ovitrel ce soir. Des clics d'Ovitrel ce soir. Je trouve où l'Ovitrel, docteur? Elle me dit, bah, il y en a partout. Je dis, non, mais je vous l'ai déjà dit, j'habite pas à Paris, moi, en fait. Alors oui, je suis en banlieue, je suis pas très loin, mais je suis pas à Paris. Il était 16h. Je lui dis, comment je fais pour me procurer de l'Ovitrel à 2h, là? Elle me dit, oh, vous allez trouver. Elle m'a tuée ce jour-là. J'appelle ma pharmacie de secteur, qui normalement n'a jamais de stock d'Ovitrel, je veux dire, c'est sur commande, ces machins-là. Et qui me disent, eh ben, écoutez, Madame Texer, vous avez de la chance, on a du stock en trop, on s'est trompé dans les commandes. Là, j'ai regardé le ciel, je me suis dit, oh, le coup du destin. Mais ça, c'est pas un signe. Ah, c'est ça. Je me suis dit, là, le destin, il a décidé de me faciliter les choses. Je dis, bon, bah, écoutez, très bien, j'arrive. Bon, du coup, j'ai pu me procurer mon Ovitrel. Alors, les clics, ça, c'est une grande histoire. Comment ça, des clics d'Ovitrel? Parce qu'elle m'a rien expliqué, hein. Elle m'a dit de le faire, point. Heureusement, j'avais des copines qui étaient passées en PMA qui m'ont expliqué que c'était en fait, littéralement, on prend le sillon, on fait clic, 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 clic. Et donc, voilà. Donc, j'en fais, je crois que j'en avais fait 8 le jour de l'ovulation. Et le jour de l'implantation, du coup, on a utilisé un de mes J6. Dixit, ma gynéco, il y a un peu moins de chances quand même. C'est des J6. On estime qu'il y a 25% de moins de chances d'implantation qu'un J5 de top qualité. OK. Et donc, elle me dit, ce soir, on fait 4 clics d'Ovitrel. OK, prise de sang dans 15 jours. Je m'embête avec tes 15 jours, toi. Mais bon, OK. Et donc, je fais tout ça, machin. Finalement, j'étais à la maison, en plus. Donc, je travaillais, bon an, mal an. J'ai bougé, mais pas trop, quand même. On sent que j'ai gardé des séquelles. Hein, donc, j'ai bougé, mais pas trop. Je me souviens, j'étais allée voir ma maman, mais j'avais mal au ventre. Mais tout du long, depuis l'implantation, depuis le transfert, j'avais mal. Ça ne s'était jamais arrêté, en fait. Rien, aucun autre symptôme, que dalle. J'étais sous progestérone, hein, bien évidemment. Je veux dire, on nous met toujours sous progestérone. Sachant qu'à la première grossesse, j'avais eu mal au sein, j'avais eu des nausées, j'avais eu des crampes. Voilà. Là, j'avais que dalle. Donc, j'étais sûre que ça n'avait pas marché. Persuadée. Le jour où mes règles devaient arriver, tant bien réglé, je me suis dit, bon. Je me souviens, je vais aux toilettes, un détail un peu moins glam pour le coup, mais je me souviens que je m'essuie, c'était orangé. Je sors des toilettes, je dis à mon mari, c'est bon, c'est moi. Je vais faire un test histoire de voir le négatif, ça va me calmer. Je redescends, il était positif. Et là, je me dis, attends, il y a un problème. Ça ne marche pas, c'est positif. Du coup, d'emblée, le lendemain, j'étais faire une prise de sang. Je veux dire, j'étais à 3 jours de ma prise de sang, mais je ne pouvais pas attendre, ce n'était pas possible. Et là, j'avais un taux à 360, je crois, un truc comme ça, pour un DPO 10. Donc, c'était génial. C'était énorme, c'était plus qu'on pouvait l'espérer. Mes taux ont doublé. Passé 1000, ma gynéco m'a dit, vous arrêtez les prises de sang. À part stresser les mamans, ça ne sert à rien. Maintenant, c'est l'écho et rien d'autre. OK. Et elle me dit, je vous vois à 7-8 semaines d'aménorrhée. Quoi? Mais c'est dans genre un mois? Elle me dit, oui, mais avant, on ne voit rien. Puis si on ne voit rien, vous allez stresser. Puis je ne veux pas que vous stressiez. D'accord, OK. Alors là, tu te souviens, le délire, je croyais que j'avais fait une ovulation naturelle sur l'implantation et que du coup, je faisais une grossesse extra-utérine. Mais j'en étais persuadée. Hein. Et pourtant... Non, mais n'importe quoi. J'avais une douleur localisée à gauche, ma seule trompe restante. Donc, j'étais sûre qu'il se repassait quelque chose. Non, du tout. On a été faire l'écho. On a vu un petit cœur qui battait à 7 semaines. Tout allait bien. Et mes symptômes sont apparus à partir de là. Parce que j'y ai cru, en fait. J'ai commencé à vomir beaucoup. J'ai vomi 10 à 15 fois par jour pendant 5 mois. J'ai perdu beaucoup de poids. beaucoup. Mais je m'en souviens, je sortais des toilettes en vomissant et je me suis dit, c'est pas grave, ça veut dire qu'il va bien. C'est trop bien. Et je me souviens d'une sage-femme, ma sage-femme qui me suivait, qui me disait, elle me dit, oh, vous savez, les pémettes, elles vomissent beaucoup. Ça vous rassure de vomir? Oui. En effet. En fait, j'ai arrêté de vomir après la T2. Parce que la T1, il allait bien, machin, c'était génial. Mais on ne sait jamais, il peut y avoir une malformation quand même. La T2, alors... on me dit, il va bien quand même. Hein.
Je ne sais pas si ça vous rassurera, moi j'ai vomi jusqu'après mon accouchement, donc il a vraiment fallu que ça redescende. Non, moi, ça m'a été de passer. J'ai arrêté de vomir. Enfin, enfin. Et ce qui est fou, c'est que maintenant, quand on me demande ma grossesse, j'ai vomi pendant 5 mois. C'était génial. J'ai adoré ma grossesse, j'ai adoré être enceinte. C'était trop bien. N'importe quoi. Alors, je serais quand même curieuse de voir s'il y a des études. Il faudrait que je recherche justement de cas d'hyper-MS gravidique pour voir s'il y a plus de cas d'hyper-MS gravidique à la suite d'un parcours PMA comparativement à des grossesses spontanées. Je serais curieuse d'avoir le Ma résultat. sage-femme en était mais persuadée. Hein. Elle me dit, de mon expérience, elle m'a dit, vous vomissez quasiment toutes, c'est impressionnant. Voilà. Alors après, ok, entre-temps, je vous renvoie aussi, si vous ne l'avez pas encore vu, à une vidéo que j'ai enregistrée avec Catherine Ribus, qui est ostéopathe, et qui explique aussi qu'il y a moyen de soulager ça à travers des manipulations ostéopathiques gynécologiques, j'insiste, parce qu'il y a très peu d'ostéopathes qui les pratiquent, et qui permettent justement de relâcher certaines tensions qui se passent notamment au niveau du plexus sacré, et qui permettent aussi de libérer justement et de refluidifier toutes les tensions qu'il peut y avoir et qui donc apaisent terriblement les situations de vomissement pendant grossesse. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment eu une transformation de toi du coup, ça m'a confortée dans l'idée parce que c'est vrai, comme tu le disais, quand tu as rejoint le programme, tu as fait partie du groupe, j'ai envie de dire, de bêta-testeuses parce que ce programme, voilà, il venait du cœur, j'avais envie de le lancer, c'était pour moi quelque chose de très important, mais je voulais être sûre et certaine de ce que je lançais. Donc, voilà, tu as fait partie de ce programme. Et il y a ce programme donc s'appelle le programme de coaching Éclosion. Et c'était vraiment ça, parce que je t'ai vu éclore, je t'ai vu te transformer pendant tout au long de cet accompagnement. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite, parce que tu le disais, c'est pas évident non plus de se lancer dans un programme d'accompagnement. Parfois, vous me connaissez, parfois, vous me connaissez pas. Hein. Je sais que certaines me découvrent comme ça, hop, avec le podcast, avec une vidéo YouTube, mon compte Instagram, peu importe. Et c'est vrai que c'est pas évident de faire confiance à quelqu'un qu'on connaît pas, ou juste à travers les réseaux sociaux. On peut avoir des craintes. Qu'est-ce que tu leur dirais, toi? Ne pas hésiter à te contacter. Je pense que le contact en fait, ça détermine tout. Le contact avec un humain détermine toujours tout. On sent si justement on se sent de se confier ou pas. C'est quand même un travail qui n'est pas anodin. Il faut aussi accepter de faire une rétrospection sur soi-même et d'accepter qu'à un moment, c'est nécessaire. Je le vois dans ma pratique, les personnes qui ne sont pas encore enclines à rentrer en programme de soins, à se faire accompagner, qui ne sont pas acteurs de leur prise en charge, c'est parce qu'ils n'ont pas encore suffisamment, entre guillemets, touché le fond pour y aller et qui se complaisent un petit peu finalement dans ce qui se passe et que le changement n'est pas encore suffisamment accessible. C'est aussi un travail de rendre accessible la volonté d'être aidé. Parce que c'est pas facile. Je veux dire, voilà, moi, mes amis autour de moi, elles sont toutes tombées enceintes en claquant des doigts. Il y a des gens qui, dans ma tête, le méritent pas parce qu'ils sont quand même pas très sympas et pour autant, ils y arrivent très facilement. C'est très injuste ce qui nous arrive. C'est de l'injustice la plus totale. Pourquoi nous? Qu'est-ce qu'on a fait pour être punis comme ça? Et en plus de se dire que, entre guillemets, c'est de notre faute, c'est pas que c'est de notre faute. L'inconscient a une place telle, il s'insinue et c'est vraiment... C'est très pervers finalement comme fonctionnement parce qu'il prend beaucoup de place sans qu'on sache qu'il est là et qu'il agit par plusieurs biais. Oui. C'est pas que c'est de votre faute, c'est que votre vécu, votre vie et ce que vous avez mis en place pour apprendre à survivre et à continuer dans votre vie est en train d'influer éventuellement sur votre psyché qui influe du coup sur le corps. Oui, il y a des maladies, je veux dire, j'ai une insuffisance ovarienne. Évidemment qu'il y a des choses qui se jouent au niveau intrinsèque. Mais pour autant, je suis persuadée que si j'avais continué dans mon contrôle, si j'avais continué à être la mère de ma petite sœur, que si j'avais pas coupé les liens avec ma mère, coupé les liens de manière métaphorique, hein, je n'ai pas coupé les liens avec ma maman, et avec ma petite sœur, je n'aurais pas pu avoir le petit garçon que j'ai. Et y a ça aussi, c'est que j'ai eu le petit garçon que j'ai, c'est mon fils que j'ai eu, et c'est pas pour rien. Je veux dire, il répare des choses lui aussi. Les enfants sont là aussi pour réparer. Je veux dire, il est par exemple très social, il parle à tout le monde, alors que son père c'est un ermite fini, donc son père est obligé de parler aux gens.
Voilà, donc ça l'oblige à travailler sur ça. Et moi, il m'oblige à travailler sur le contrôle. On est obligé de lâcher prise avec un enfant en définitive. Donc voilà. Mais ouais, c'est vraiment ça. C'est de pas d'essayer, mais au moins de prendre contact et de se questionner. Il y a une différence entre le type pense trop, et c'est ce que tu expliques très bien, et le fait qu'on ait notre cerveau qui fait qu'on y pense. Tout le Oui, temps. parce qu'on nous culpabilise énormément sur le Tout à fait de fait. ah, c'est t'y penses trop, c'est dans ta tête. Et ça renvoie à une forme de culpabilité qui est juste énormissime et qui est Tout à fait. insoutenable C'est et qui ça. est inadmissible. Oui, on y pense et c'est normal, c'est un projet de vie. C'est C'est ça. évident, on est obligé d'y penser. Alors, c'est vrai que déjà, je m'en rends compte, de tout ce que j'ai raconté, je n'ai pas parlé une seule fois de toutes les médecines parallèles que j'ai faites, alors que j'en ai fait beaucoup. De l'acupuncture, de la kinésio, de l'hypno, de plein de choses. Et alors, l'hypno m'a amené un vrai confort de vie. Ça, même au quotidien, je le sens. J'ai acquis quelque chose qui est extraordinaire dans ma pratique quotidienne au travail et à la maison. Mais en fait, encore une fois, c'est du contrôle tout ça. Parce qu'on se dit qu'on va trouver le truc qui fait que ça va fonctionner. Alors qu'en fait, ça va aider. C'est que des aides, c'est des accompagnements en définitif. Et des fois, oui, le corps est soumis à un esprit et l'esprit est des fois très taquin. Moi, il Oui, m'a fait des blagues. on a du mal aussi à faire le lien parce que c'est vrai qu'à partir du moment où on est suivi en PMA, on est très focus sur l'utérus, les trompes, on va tout mesurer, millimétrer. Ouais, Et c'est très bien, on en a besoin aussi, ok. Mais à côté de ça, on oublie que le chef d'orchestre, au départ, c'est le c'est le cerveau. C'est cerveau. lui qui envoie tous les ordres. Alors bien sûr, ça fonctionne avec un système de rétrocontrôle, Ouais, mais celui qui donne l'impulse, celui qui donne le go finalement, bah, c'est le cerveau. Et donc, on a besoin de pouvoir comprendre comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il nous protège, etc. Et c'est ça qui c'est ça. permet d'ouvrir les portes et d'aller progressivement aligner. Moi, je parle toujours d'alignement de planètes parce que finalement, c'est ça. C'est C'est ça. faire en sorte que les planètes soient toutes alignées, aussi bien finalement émotionnel, on est sur le psychologique, sur le médical, on va tout aller aligner et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, ça fonctionne. Et Mais en plus, c'est pas seulement de l'aide pour tomber enceinte, c'est l'après. Parce qu'en PMA, et ça, moi, je l'ai vécu à mes dépens, on travaille à être enceinte. On oublie qu'accessoirement, il y a un enfant derrière. L'énergie que j'ai déployée pendant 3 ans est une énergie qui n'est pas déployée par toutes les femmes. Il y en a, c'est plus long. Il y en a, c'est beaucoup plus court. Et en fait, quand on accouche, nous, on est déjà à bout de souffle. Le marathon, on l'a déjà tellement couru qu'on est à bout du bout du bout. Et moi, la corde a claqué. J'ai fait une dépression du postpartum parce que j'avais finalement déjà plus d'énergie. Et tout le travail qu'on a fait a aussi permis la maman que je suis maintenant, dans la vie dans laquelle j'évolue, comment je grandis, comment je travaille, etc. etc. C'est vraiment pas... En fait, il y a des gens qui font des psychothérapies, il y a des gens qui voient des hypnos. Et toi, en fait, c'est un travail qui nous fait à un instant T de notre vie, mais qui vaut pour tout, absolument tout. c'est super intéressant ce que tu dis parce que, alors je le répète tout le temps et je vais encore le dire parce que moi je reste convaincue que je ne serais pas la maman que je suis aujourd'hui si je n'avais pas connu tout ça. C'est ça. Et l'idée c'est de se dire, bah, on va se servir de tout ce qu'on a traversé finalement pour le mettre à profit parce que les éléments sur lesquels on met le doigt là maintenant, que ce soit au niveau de l'hygiène de vie, du physiologique, de l'émotionnel, de tout ça, ben finalement, on s'en sert pendant la grossesse et on s'en sert après. Un déséquilibre hormonal qui n'est pas identifié, quand on le découvre dans 20, 30 ans, ça fait d'autres dégâts parce qu'il y a toute une accumulation. Et c'est là qu'on se retrouve avec des choses qui sont vachement beaucoup plus compliquées à soigner finalement. Oui, tout Donc, à fait. quelque part, je pars du principe, et de nouveau, hein, c'est vraiment comment dire, un point de vue personnel, mais je pars du principe que les pathologies qu'on a, c'est une façon pour le corps d'attirer l'attention sur quelque chose. Et l'infertilité, c'est la manifestation de quelque chose qui coince quelque part. C'est D'accord ? ça. Et le fait de pouvoir l'identifier quelque part maintenant, j'ai pris le parti de me dire, mais en fait, c'est une vraie chance. Parce que Mm. pour le même prix, on ne mettait pas le doigt dessus et on se retrouvait avec une pathologie dramatique d'ici 10, 15, 20 ans. Les perturbateurs endocriniens, on se rend compte beaucoup plus de tout Sur... ce qu'on a dans notre environnement et on fait attention différemment, en fait, en définitive, et Totalement. aussi pour nos enfants, en fait. Mais oui, Et
Et alors ça, c'est un truc que je répète à beaucoup de gens. Quand on est passé par un parcours de PMA, on se rend 2 fois, 10 fois, 20 fois plus compte de la chance qu'on a d'avoir un enfant. Bien sûr. Il y en a, ils ne se rendent pas compte. Et on voit bien que finalement, ils se plaignent beaucoup. Alors, non pas qu'on n'a pas le droit de se plaindre, je me plains beaucoup aussi, je suis fatiguée. Moi aussi. Voilà. Et de Mais ma grossesse, et c'est ça. normal. Mais on a conscience de la chance qu'on a eue de réussir à avoir un enfant. Ceux qui l'ont de manière très facile, et j'en parle très librement avec ma meilleure amie qui est tombée enceinte très rapidement, mais qui comprend parfaitement ce point de vue-là. Elle dit qu'effectivement, pour elle, ça a été tellement facile qu'elle ne se pose même pas la question de savoir si c'est une chance ou pas. Alors que nous, on sait à quel point la vie est précieuse. Et quelle galère on a eu pour en arriver là. Et l'énergie qu'on est capable de déployer aussi, parce que nous et notre couple, je veux dire, un cancer pourrait arriver sur un de nous deux, je sais qu'on le traverserait. Je ne me pose même pas la question. Quand on traverse une PMA, on peut tout traverser. C'est ça aussi, on apprend à se découvrir, à mieux se connaître, Ouais. et ça renforce. Alors, où ça clash et ça devient compliqué, et Oui. c'est séparation, où on surmonte ça et on est prêt à tout surmonter ensemble, parce que ça renforce. Un enfant, c'est une tornade. Hein. Je veux dire, il y en a qui ne même pas, c'est un tsunami, c'est un euphémisme le tsunami. Hein. C'est une vague terrible, c'est une déferlante qu'on se prend. C'est impressionnant. Et à laquelle on ne se prépare pas forcément, parce qu'on a toujours eu le côté ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants. Merci Disney. Et donc, du coup, ça nous fait un message qu'on entend depuis l'enfance, et où on est un peu dans le pays des bisounours, et où on idéalise la grossesse, on idéalise la maternité, et on l'idéalise d'autant plus que pour nous, en tout cas quand on est confronté à l'infertilité, elle nous semble inaccessible. Donc forcément, on l'idéalise encore plus. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'explique beaucoup au sein du programme. Je ne fais pas partie de celles qui vont idéaliser la grossesse. Bon, ok, j'ai vomi pendant 9 mois, donc je pense que ça joue certainement un peu. Mais à côté de ça, il y a quand même beaucoup de chamboulements émotionnels, il y a beaucoup de remises en question, il se passe beaucoup de choses, et autant c'est fantastique, autant c'est remuant, et il faut être prêt. Et tu parlais justement de la dépression du postpartum. Il y a un lien très important qui est fait entre la dépression qu'on peut connaître avant et qui est liée à l'infertilité. Oui. Il semble que plus on est dans un état d'esprit d'anxiété, de dépression même, plus on a de risques de faire une dépression du postpartum par la suite. Et la dépression du postpartum, c'est pas un baby blues. Ça n'a rien à voir. Non. Le baby blues, c'est mignon, c'est joli. Hein, comme dirait Floresti, Johnny, il a le blues. Toi, tu n'as pas le blues. Tu as une dépression du postpartum, et ça peut aller très, très loin. Donc, plus vite on va éviter la dépression en amont, et au plus, on a de chances d'éviter la dépression du postpartum après. Et encore une fois, comme tu le disais, c'est pour la grossesse, c'est pour l'accouchement. Donc, c'est pour toi, c'est pour ton couple, c'est pour ton enfant à venir. Pour donner un exemple très concret, moi, je me suis tellement pas écoutée. J'ai repris le boulot comme j'avais toujours travaillé, donc à 10 000% ou presque. J'ai fait une rupture du psoas. Le psoas, c'est le muscle qui tient tout le corps, ou presque, au niveau abdominal, dorsal. Je me suis retrouvée alitée pendant 1 semaine. Impossible, je ne pouvais plus marcher. J'ai perdu la capacité de marcher, tellement j'ai fait n'importe quoi et que je ne me suis pas assez écoutée après l'accouchement. Alors que la douleur, je l'avais, elle était là. Juste, j'aurais dû écouter 5 secondes, en fait, que c'était en train d'arriver. Donc vraiment, n'attendez pas, parce que le corps, en fait, il y a une métaphore où on parle de la plume, du caillou et du camion. Et souvent, la plume, on la voit pas, on la sent pas arriver, donc on n'y prête pas attention. Le caillou, il fait un peu mal et on se dit « aïe », mais on continue quand même. Et en fait, le seul et unique moyen, c'est quand on se prend un camion et que du coup, on est obligé de rester alité ou de rester, de s'écouter parce qu'on ne sait plus rien faire d'autre. Et c'est dommage d'en arriver là, quoi. Donc, c'est terrible. Apprenons à nous écouter. Et ça vaut vraiment pour tout le monde. Alors bien sûr, ici, on parle d'infertilité, de parcours PMA. Mais donc, apprenez à vous écouter en amont, apprenez à travailler sur vos émotions en amont pour que le corps n'ait pas à un moment donné à vous dire stop et à vous clouer sur place, parce que remonter la pente après ça, c'est dur. Voilà, tu l'as vécu, il faut pas... Oui, j'ai fait 6 mois de kiné. Voilà, c'est de ma faute. Je me suis pris 6 mois dans mon emploi du temps, du coup. Hein. Mais oui, ça a été terriblement terrible. Et puis,
le mythe aussi de on aime notre enfant dès qu'on le voit. Hein. Je veux dire, moi, non, c'est pas vrai. J'avais même l'impression que c'était un étranger, mon enfant. Il n'avait pas ma couleur de peau, c'était bizarre. C'était pas normal. Et j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps, mais aussi parce que, encore une fois, j'avais mis tellement d'énergie, j'en avais plus. Je me souviens, la fatigue, elle était harassante. Tout le monde est fatigué, bien évidemment. Mais là, moi, c'était pas de l'énergie physique qui me manquait parce que j'avais quand même un bébé qui dormait pas trop mal, vraiment. Mais c'est parce que mentalement, j'étais déjà à bout de ce que j'avais pu donner et que j'avais commencé à me régénérer finalement. Et puis, je suis tombée enceinte assez rapidement, donc j'ai pas pris plus de temps que ça. En plus, comme voilà, j'ai vomi, j'ai moins fait attention et puis on apprécie la grossesse. Et donc, en fait, j'ai perdu mes réflexes. Que j'ai repris plus tard, que là, voilà, je suis beaucoup moins fatiguée que je n'ai pu l'être quand mon petit est arrivé. Et mon chien risque d'aboyer au cas où, hein, je préviens, ma famille vient d'arriver, donc grande chance qu'elle aboie. Mais voilà, c'est hyper important et je le vois parce que je m'en étais rendu compte avec le vase émotionnel dont on parle souvent. C'est qu'à un moment, j'ai un de mes étudiants qui était en train de me raconter qu'il n'allait pas très bien, parce que je m'occupe des étudiants porteurs de handicap, donc qui vont quand même rarement bien. Et je me suis mise à pleurer, ce qui m'arrivait jamais. Je veux dire. J'ai toujours été très empathique, très bienveillante avec mes étudiants, mais je ne pleure pas avec eux, c'est pas mon travail. Et ce jour-là, je me suis dit, ouf, va peut-être falloir te mettre en arrêt là quand même, parce que si tu n'arrives plus à travailler en fait. Et ma collègue qui m'a vu 10 minutes plus tard m'a dit, viens ici toi, on va parler 2 secondes. C'est elle qui a mis des mots aussi hein, sur tout ça, parce que moi je pensais, dépression, ça. Non, moi dépressive, jamais de la vie. Non, parce qu'on est forte, on nous a appris à être forte. Oui. Donc, il n'y a pas de raison. On ne pleure pas, la faiblesse, c'est pour les autres. Hein. C'est ça. C'est ça. Et ce parcours PMA, finalement, où j'entends beaucoup, on est des guerrières, etc. Oui, dans le fond, parce que évidemment, on fait preuve d'une force incroyable à travers ce parcours. Mais c'est pas comme ça, c'est pas avec le couteau entre les dents qu'on y arrive. C'est important de pouvoir poser finalement ce couteau et de s'accueillir pleinement soi, accueillir ses émotions et de s'autoriser finalement un moment de faiblesse, un moment de relâchement, parce que c'est pas de la faiblesse. Ça fait partie du cycle et on a besoin de ça, on a besoin de comprendre et d'accueillir ce qu'on traverse parce que c'est pas rien évidemment. C'est ça, c'est vraiment, je pense que le mot c'est vraiment accueillir. On a le droit de tout ressentir, la tristesse, la colère, l'injustice, la joie, la peine, mais l'idée c'est de ne pas critiquer et que c'est ok en fait. Et effectivement, on nous apprend tout petit à ça. Enfin, je lutte moi avec mes beaux-parents qui quand mon petit garçon pleure, oh, tu vas pas pleurer, c'est un garçon. Hop, 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 hop. Il a le droit de pleurer s'il a envie de pleurer en fait. Et c'est dingue, hein. C'est dingue. Oui, et des expressions, tu pleures comme une fille hein, par rapport aux garçons. Et donc, c'est des choses, on appelle ça des injonctions, c'est des choses qui sont engrammées en nous depuis le plus jeune âge. Et donc, c'est vrai que j'ai bien conscience qu'il y a des moments où ça peut être compliqué, mais accueillir tout ça, en fait, va te faire gagner un temps précieux. C'est souvent, en fait, les femmes qui arrivent chez moi, elles ont malheureusement un parcours déjà très compliqué derrière elles. Si c'est ton cas, si j'ai envie de dire, ne tarde plus, c'est le moment. N'attends pas de vraiment toucher le fond. C'est vraiment le moment parce que tu as encore un peu de ressources et on va les capitaliser là-dessus. Et si tu n'as pas encore un parcours compliqué, j'ai envie de dire c'est 2 fois plus le moment parce que c'est avant de toucher le fond qu'on peut vraiment mettre des choses en place pour que ça n'arrive pas. Et je sais qu'on a toujours... J'ai parfois des femmes qui me disent « mais je vais faire encore une tentative et puis on verra, etc. » Et c'est OK, évidemment. Mais ce qui se passe, c'est que, en gros, elles reviennent vers moi 6 mois plus tard en me disant « si j'avais su, je serais venue plus tôt. » N'attendez pas pour vous faire aider, n'attendez pas pour vous faire accompagner. Vous êtes la personne la plus importante de ce projet. Donc, voilà, la priorité, c'est vous. La priorité, c'est toi qui me regardes en ce moment. C'était un vrai plaisir, en tout cas, Laurie, d'échanger. Le mot de la fin, parce que je trouve que c'est quand même un résumé extraordinaire. Tu sais ce que je fais comme sport maintenant? Dis-moi. Je fais de la pole dance. Mais c'est fantastique. Niveau acceptation du corps, on est quand même à un niveau. Moi, je dis qu'on veut des photos quand même. C'est juste fantastique, en tout cas, de voir par où tu es passé. Et je suis convaincue que tu vas redonner un espoir énorme ce soir à celles qui ont vécu des grossesses extra-utérines, à celles qui ont vécu une insuffisance ovarienne ou qui la vivent évidemment encore toujours, à celles qui ont de l'endométriose, parce que
on vous dit partout l'endométriose, on n'en guérit pas. Il y a des choses possibles. Hein. Il y a des choses, voilà, il y a quand même une marge de manœuvre énormissime. Il y a des choses à faire, il y a des choses à mettre en place, t'en es la preuve. Donc voilà, merci en tout cas pour ce témoignage, pour cette dose d'espoir que tu vas redonner ce soir. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément. Qu'est-ce que tu dirais si tu avais un conseil à donner à ces femmes qui nous regardent en ce moment? Qu'est-ce que tu dirais? De prendre soin de soi. De prendre soin de soi. Vraiment. Ouais. Il faut prendre soin de soi et il faut arrêter de batailler avec son corps. Votre corps, c'est votre outil, en fait. Hein. Vous ne pouvez pas être en guerre contre lui. Dans 60 ans, il sera toujours là, il n'aura pas changé. Donc, c'est maintenant. Si, dans 60 ans, il aura changé. Hein, mais... Oui, mais il sera pas robotique, il n'aura pas été modifié ou quoi. Le principal allié, c'est lui. Si vous le détestez, il ne va pas vous le rendre, en fait. Donc, il faut apprendre à s'aimer, c'est hyper important. Et au quotidien, ça ramène un confort de vie qui est extraordinaire. Je pense que c'est vraiment le plus important. Pour moi, c'est le bien-être de l'esprit qui passe par le corps et le bien-être du corps qui passe par l'esprit aussi. Oui, parce qu'on n'a pas la tête d'un côté, le corps de l'autre. Hein. Petit rappel au passage, je sais qu'on a tendance à dissocier les deux, et particulièrement en PMA, hein, voilà, et dans le monde en général, parce que les émotions n'ont pas leur place, elles ne sont pas les bienvenues, mais évidemment, l'un ne va pas sans l'autre, et donc c'est important d'avoir une approche qui est totalement globale, qui englobe toutes les parties. Mes débuts en hypnose, je m'en souviens de cette sensation d'être désaxée. Ouais. J'avais mon corps là et ma tête là. Ça a été un travail énormissime avec mon hypnothérapeute de reconnecter les deux. J'avais vraiment l'impression d'être complètement dissociée. On le voit en kinésio, en ostéopathie, on voit justement qu'il y a des postures qui manifestent justement qu'il y a une sorte de déconnexion entre les deux. Et tout ce parcours, tout ce que tu traverses en ce moment, ça n'aide pas. Donc, prends soin de toi, remets-toi au centre de ton projet. Je pense que c'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire à toi, à ton couple et à ton futur enfant. Donc, voilà pour le mot de la fin. Merci infiniment, en tout cas, Laurie. C'était un vrai plaisir de t'accompagner. C'était un vrai plaisir de te voir éclore et de te voir aujourd'hui maman. Et puis, je vous dis en tout cas à très vite pour une prochaine capsule vidéo. Si tu as des questions ou quoi que ce soit, tu vas trouver bien sûr les liens des accompagnements, le lien pour me contacter au-dessus ou en dessous de cette vidéo, selon l'endroit où tu la regardes. Mais en tout cas, sache que je suis à ta disposition. Et encore une fois, prends soin de toi. Tu es la personne la plus importante. À très vite pour une prochaine capsule vidéo.